Nous envisagions de passer une nuit de 1997 sur la route entre Ixtlan et Guelatao à Oaxaca, non pas pour une mission humanitaire, mais pour affronter ce qui était devenu une nouvelle bête en s'attaquant à une communauté animale. La cartouche fut bloquée après de longues minutes d'observation directe, protégée uniquement par les informations de notre propre réseau. J'ai travaillé en 1997 avec Arturo Luna dans les magnifiques forêts de la Sierra Juárez, en exploitant la topographie. Il n'existe pas de période d'erreur parfaite, mais vivre au sein du pueblo et apprendre d'eux suffisait à m'accorder leur confiance. Quelque chose facilita mon travail au cœur de la nuit. On croyait que, lorsque l'apport calorique de la journée diminuait fortement, les médicaments donnaient des résultats plus précis dans les premières heures. Je n'étais pas vraiment habitué à cette théorie, mais comme cela ne nécessitait pas une préparation excessive, nous n'avons pas trop insisté. Cette nuit-là, nous étions 4 dans la camionnette, dont Rogelio, autrefois chef d'orchestre pour 50 musiciens, était aussi un homme qui connaissait chaque virage des chemins. Il avait fait du transport pendant 20 ans avant de décider de s'installer à terre, sans jamais avoir été torturé ni même inquiété. On ne comprend l'histoire que bien plus tard. Martin était mon ami. Nous avions presque le même âge, 23 ans à peine. Une époque faite de tennis neuf, de Walkman chinois et de musique du Nord qui résonnait fort au milieu de la montagne. Une fois, j'ai été bouleversé parce qu'ils avaient relâché quelqu'un de la communauté. Elena travaillait comme assistante administrative. Elle accompagnait chaque jour les longues routes. Elle aimait embellir les villages et préserver leur lignée. Elle tenait des listes de remèdes, de recettes et de lieux aux noms absents des cartes. La nuit était totalement noire, ouvrant les chemins de longue distance. La lune avait disparu depuis longtemps, laissant le ciel couvert d'étoiles noires. Les branches formaient un tunnel naturel sur la route. Les cigales criaient fortement. Puis le silence tomba, un silence si dense qu'il semblait bloqué dans notre cerveau. L'air était chaud, chargé de l'arôme propre à la Sierra d'Oaxaca, difficile à décrire, mais impossible à confondre. Rien ne sortait de l'ordinaire. Don Rogelio conduisait calmement, une main sur le volant, l'autre sur la ventilation. Martin somnolait. Elena écrivait une note avec une petite lampe. Les phares éclairaient les chemins serpentants entre les arbres. Puis un indice étrange apparut. Le son des cigales s'interrompit brutalement. Le silence devint absolu. Plus rien. Ni insecte, ni oiseau, ni moteur lointain. Juste notre véhicule. Don Rogelio le remarqua aussi. Cela facilitait une fuite, mais indiquait aussi un danger majeur. Les phares avancèrent vers un virage. Elena leva sa lampe. Martin alluma la lampe portable des urgences. Alors nous le vîmes. Au centre de la route, une silhouette gigantesque, accroupie. La lumière blanche révéla ce que jamais nous n'aurions voulu voir. Une forme humanoïde, de plus de 2 mètres, parfaitement réelle. Il avait des bras, des jambes, une tête. Mais ce n'était pas un homme. Il était différent, plus grand, plus massif. Sa posture était tendue, défensive. Ses bras formaient un demi-cercle comme un bouclier. Ses mains avaient des doigts, pas des griffes. Ses yeux reflétaient intensément la lumière. Elena murmura. « N'ayez pas peur. Je crois qu'il ne veut pas nous attaquer. » La créature bougea lentement, avec une précision calculée. Elle se redressa complètement. Elle mesurait environ 2,50 m. Sa structure était puissante, musclée, mais parfaitement équilibrée, presque humaine. Elle leva une main, paume ouverte, dans un geste universel de paix. Elle ne courait pas, elle ne fuyait pas, elle ne chargeait pas. C'était un langage ancien, universel, compréhensible sans parole. « Arrête-toi, n'approche pas davantage, s'il te plaît. » Les 2 petits gémirent doucement. Ce n'était ni un grognement, ni un aboiement. Puis une voix d'enfant que j'avais enregistrée autrefois me revint à l'esprit. Cette voix, je la reconnaîtrais à n'importe quel moment, même si ensuite plus rien n'existait. Les épaules du grand être s'ouvrirent un peu plus. La silhouette massive émit un son. Ce n'était ni un rugissement, ni un hurlement. C'était une voix grave, profonde, qui vibrait d'une manière presque apaisante et résonnait dans l'air silencieux de la nuit. Elle ressemblait davantage à la voix d'un père appelant les siens. À cet instant, plusieurs petites silhouettes surgirent aussitôt, se rapprochant de lui avec une rapidité mystérieuse. Ce n'était pas un monstre, c'était un père, un protecteur, un être défendant ses petits comme n'importe quelle créature vivante. Et nous étions les intrus, ceux qui avaient envahi leur chemin, pénétré leur territoire, fait rugir un moteur au milieu de leur monde. Je croisai le regard de Rogelio. La peur se transforma en compréhension, puis en retenue. Nous cessâmes de respirer trop vite.
Le silence reprit sa place, mais désormais chargé de sens. Un autre bruit apparut au loin. Le reflet d'une lumière tranchait l'obscurité, comme si un autre véhicule arrivait à vive allure. Le moteur grondait de façon irrégulière. Il s'agissait d'un ancien camion des pueblos de la Sierra, de ceux qu'on utilisait depuis plus de 70 ans pour transporter les hommes au travail. Un vieil homme en descendit. Il portait un chapeau de paille, le visage marqué par des décennies de vie dans les montagnes. On l'appelait Librado, gardien du territoire, héritier silencieux d'un savoir ancien. Son autorité naturelle apaisa immédiatement l'atmosphère. D'une voix calme et ferme, il dit « Laissez-les passer. Ce n'est pas une bête, c'est l'un des anciens, un protecteur de la montagne. Il faut partir maintenant. » Rogelio hocha la tête sans poser de questions. Librado savait, toujours, s'il disait qu'il fallait partir, alors il fallait partir. Non pas parce qu'ils allaient nous attaquer, cela arrivait presque jamais, mais parce que rester plus longtemps aurait signifié nous perdre. Les petits, désormais rassemblés près du grand, cessèrent leurs plaintes. Helena, depuis la banquette arrière, observait la scène sans un mot, les yeux embués. Le grand être se redressa lentement, puis effectua un geste d'une douceur infinie, un geste protecteur, presque tendre envers les plus petits. Puis ils disparurent. Leurs formes se dissipèrent entre les troncs, les rochers, les ombres épaisses de la montagne. Et de nouveau, le silence absolu s'installa. Personne ne parla pendant de longues minutes. Ma voix refusa d'obéir. Martin respirait difficilement, comme s'il revenait d'une noyade. Librado fixait la forêt, immobile, comme s'il dialoguait encore avec quelque chose d'invisible. Après ce qui sembla une éternité, sans doute 5 minutes à peine, sa voix résonna enfin. « Vous pouvez rallumer. Ils sont loin maintenant. » Rogelio alluma les phares. Le chemin réapparut devant nous, identique en apparence. Les pierres, les arbres, les virages, tout était à sa place. Pourtant, rien n'était plus comme avant. Nous étions passés de l'autre côté d'une frontière invisible. Une frontière que l'on ne traverse qu'une fois dans sa vie. Librado remonta dans son vieux camion. Avant de partir, il posa la main sur la carrosserie de notre véhicule, comme pour nous bénir. Puis il s'éloigna dans la nuit. Nous restâmes là, encore figés, conscients d'avoir été témoins de quelque chose que le monde moderne refuse d'admettre. Et dans le silence revenu, la Sierra respirait de nouveau. Nous laissâmes le parapluie à l'entrée et entrâmes dans la maison. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Certaines choses ne cherchent pas d'explication avec des mots. On peut simplement les vivre ou les subir. Les gens de la ville, ceux qui ne connaissent pas la montagne, ne comprendront jamais. Ils penseront que ces lieux n'existent pas, que ce sont de simples passages, des illusions cachées dans les replis du monde. Pourtant, nous l'avions vu, nous l'avions traversé. Helena, contrairement aux hommes, se montra plus souple, plus ouverte. Elle était encore tremblante, mais la curiosité dominait désormais la peur. Quant à Don Librado, il nous parla longuement des Nahual, ces êtres capables de se transformer en animaux, des créatures anciennes, sauvages, gardiennes des montagnes. Il disait en avoir rencontré toute sa vie. Mais jamais, ajouta-t-il, il n'avait vu une chose semblable à celle de cette nuit-là. Les Nahual qu'il avait connus n'étaient ni des sorciers maléfiques, ni des fils du mal. Ils étaient des protecteurs. Ils vivaient dans ces montagnes bien avant l'arrivée des Espagnols, quand les villages étaient plus grands, plus anciens, plus puissants. Martin, toujours bouleversé, finit par dire d'une voix brisée. « Mais, donc, ce que nous avons vu, ça ne peut pas être réel. Les animaux ne se tiennent pas ainsi, ils ne protègent pas comme des humains. » Don Librado expliqua que la science moderne n'était pas capable de tout classer. Certaines choses existent en dehors de ces frontières. Les Nahual ne sont ni totalement humains, ni totalement animaux. Ils sont autre chose, plus anciens, différents. Puis, après un long silence, il posa une question. « Voulez-vous revoir cela ?» Cette simple phrase réveilla en nous une curiosité ancienne, profonde, dangereuse. Il raconta qu'il y a 15 ans encore, on pouvait les observer sans trop de risques. Mais avec les routes, les machines, les permissions officielles, tout avait changé. Leur territoire avait été réduit. Helena notait tout fébrilement. Don Librado expliqua que ces êtres avaient leurs grottes, leurs chemins, leurs espaces. Ils évitent les machines. Ils évitent les hommes armés. Quand ils pleurent, leur voix ne porte pas loin. Alors les gardiens interviennent. Don Rogelio finit par parler. Il raconta qu'en 20 ans de travail dans la montagne, il avait vu des cerfs, des coyotes, toutes sortes d'animaux, mais jamais cela. Était-ce la première fois? Don Librado secoua la tête. Ces rencontres arrivent quand l'équilibre est rompu.
quand les humains franchissent une limite qu'ils n'auraient jamais dû approcher. Puis il nous avertit sévèrement. Si vous continuez à travailler dans cette région, respectez les saisons. Quand le feu s'éteint dans la montagne, le silence doit revenir. Les animaux savent quand l'homme les observe. Ce silence est un message. Don Rogelio donna sa parole. Il promit de ne plus jamais forcer les passages. Don Librado conclut avec gravité. La peur pousse parfois les hommes à faire des choses dangereuses. Et chaque rire, chaque chasse inutile, chaque exposition est une tragédie de plus pour ces montagnes. Puis il ajouta en me regardant droit dans les yeux. Tu es jeune, muchacho. Le monde te semblera parfois être un royaume mystérieux. Et il l'est. Mais tout ce qui existe n'a pas vocation à être compris ou dominé. Nous reprîmes la route. Le moteur toussa plusieurs fois avant de démarrer. Les phares éclairèrent le chemin, puis la nuit nous engloutit de nouveau. Derrière nous, le silence de la montagne se referma lentement, avec le chant grave du moteur qui s'éloignait. Personne ne parla pendant longtemps. Elena gardait un air pensif. Martin respirait difficilement, comme s'il revenait d'un autre monde. Et moi, je compris que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être vraies. Il suffisait de les avoir vécues. Nous avions parcouru environ 1 kilomètre avant même de chanter. Ilanto, ce n'était pas le cri d'un animal adulte. Ce n'était pas non plus un simple son animal, ni même un cri désespéré. C'était un son étrangement humain, précis, troublant. Don Rogelio ralentit brusquement, le frein grinça. Il n'y eut aucune hésitation dans l'identification du bruit. Elena fut la première à le désigner. Là-bas, au bord du chemin, il y a quelque chose entre les feuilles. Martin éteignit les phares mobiles ainsi que la lampe portative qui éclairait Elena. En découvrant le bas-côté du chemin, nous distinguâmes une silhouette à peine visible. Tout devenait plus tendu, plus oppressant. Nous descendîmes tous les 4 du véhicule avec prudence. Personne ne proposa de se séparer. Don Rogelio saisit une corde supplémentaire ainsi que le grand bâton qu'il gardait dans la voiture, non pas comme une arme, mais comme un outil, tenant fermement l'objet à main nue. Dans l'obscurité, aucun repère précis. Parmi les feuilles écrasées, nous trouvâmes une couverture. Elle appartenait à une tradition typique des villages de la Sierra, reconnaissable à ses motifs sombres et grisâtres. Elle semblait soigneusement installée. Elena s'agenouilla près de la couverture. Ce qu'elle vit la fit retenir son souffle. À l'intérieur se trouvait une petite créature. Ce n'était ni un animal identifiable, ni un bébé humain ordinaire. Son apparence échappait à toute catégorie connue. Une forme délicate, une peau fine couverte d'un léger duvet sombre, un visage presque humain, mais différent. L'émotion qui émanait de cette petite créature était troublante. Mais ce qui me bouleversa le plus, ce furent ses yeux. Clairs, lumineux, brillants comme ceux des petits animaux marins reflétant l'éclat de l'eau sous le soleil. Les pleurs diminuèrent légèrement quand Elena s'approcha. La couverture avait été placée volontairement, dissimulée entre les feuilles, mais pas enterrée. L'endroit était visible tout en restant protégé. Il n'y avait aucun signe d'abandon négligent. Tout indiquait qu'on avait pris soin de cette petite vie. Martin fit un pas en arrière, visiblement troublé. Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas l'emmener. Nous ne savons même pas ce que c'est. Cela pourrait être dangereux ou malade. Don Rogelio s'agenouilla à côté d'Elena, observa longuement la créature, puis déclara d'une voix ferme. « Non, il n'a pas été abandonné. Regardez l'endroit, la couverture. Ce n'est pas un abandon, c'est une protection. » Elena comprit. Protection. Mais contre quoi? Devions-nous intervenir ou respecter ce mystère? Finalement, par crainte d'un danger plus grand, nous reprîmes la route lentement. Don Rogelio s'arrêta encore un instant au bord du sentier, observant la montagne sombre des 2 côtés. Arrivé à un point plus sûr, une discussion éclata. Fallait-il revenir? Devions-nous laisser ces créatures seules dans le froid, exposées aux prédateurs? Elena, guidée par son instinct maternel, était bouleversée. Martin hésitait. Don Rogelio, après un long silence, déclara que Don Librado connaissait ces montagnes depuis plus de 70 ans et qu'il avait déjà rencontré bien des choses étranges. Il savait comment agir face à l'inexplicable. Finalement, une décision difficile fut prise. Nous retournerions auprès de la créature. Ce n'était ni un acte de bravoure, ni un simple geste de compassion, mais une nécessité morale. Quand nous revînmes, la petite créature plairait toujours. Elena s'agenouilla, posa doucement une main près d'elle, sans la toucher. Puis, d'une voix douce et tremblante, elle se mit à chanter une ancienne mélodie traditionnelle mexicaine. Sa voix était tendre, apaisante, presque irréelle. Au début, rien ne changea. Les pleurs continuaient,
aigu, déchirant l'air nocturne. Puis, lentement, très lentement, les gémissements diminuèrent. La respiration s'apaisa. Le petit corps fragile se détendit peu à peu. Le silence reprit sa place, chargé d'un mystère encore plus profond. Ce que nous avions trouvé cette nuit-là dépassait toute logique. Et pourtant, dans ce calme fragile, quelque chose d'universel nous avait reliés, la compassion, la protection et l'innocence. Elena continuait de le caresser doucement, sans rien faire d'autre, avec une infinie délicatesse. Sa voix et sa présence semblaient suffire à créer un refuge sûr. Je m'agenouillai près d'elle en gardant une certaine distance, une distance dictée non par la peur, mais par le respect. J'ai mis de petits sons doux, des cliquetis légers et des sifflements discrets, les mêmes bruits apaisants que j'utilisais autrefois pour calmer les pleurs de mes propres enfants. Don Rogelio monta sur une petite hauteur afin d'observer les alentours, scrutant l'obscurité depuis une sorte de promontoire naturel. Martin souffrait davantage. La curiosité avait fini par l'emporter sur sa prudence. Durant l'attente 15, peut-être 20 minutes, un fragile cycle de vie semblait se former devant nous. Quelque chose d'unique, d'irréversible. Par moments, la créature paraissait s'abandonner à un état quasi hypnotique. Puis tout s'achevait dans un silence relatif, seulement interrompu par les petits sons de sa respiration. Le temps s'étira, se dilua. Cela n'était pas encore un sommeil profond, mais ce n'était plus non plus le chaos de la panique. Elena me regardait avec une expression douce et lumineuse. Il ne pleurait plus. Nous avions réussi. Don Rogelio nettoya nerveusement un pli de son pantalon. « Maintenant, on s'éloigne » murmura-t-il. Nous regagnâmes la camionnette, éteignîmes les lumières et attendîmes. Si la mère revenait, elle reviendrait maintenant. Les Nahual n'abandonnent jamais leurs enfants. Et si elle ne revenait pas, demanda Martin. Dans l'obscurité totale, tout devenait voile. Elena retourna délicatement poser la couverture sur le petit, le laissant seul dans son abri fragile. Puis nous reculâmes lentement, sans geste brusque. « On écoutera » dit quelqu'un. « Si la mère revient, on le saura. » Les sons émis par les nourrissons changent lorsqu'ils retrouvent leur mère. Ce sont des sons de reconnaissance, de survie, de soulagement. Nous repartîmes vers le véhicule en silence. Une fois à l'intérieur, Rogelio répéta les mêmes gestes qu'auparavant. L'obscurité reprit sa place, suspendant le temps, comme si nous étions coincés au seuil du monde entre l'ancien et l'inconnu. Personne ne parlait. Nous respirions à peine. Le temps se déformait. Une minute paraissait durer 1 heure. Je fixais l'endroit où je savais que se trouvait encore le petit. Dans cette obscurité absolue, rien n'était visible. Et pourtant, tout semblait présent. Elena finit par rompre le silence d'une voix basse. Ma grand-mère me parlait autrefois des Nahual. Avant la conquête, disait-on, les animaux de la mer et les humains vivaient en harmonie. Les esprits protégeaient les forêts et les hommes tant que ceux-ci respectaient la terre. Mais les humains ont commencé à imposer leurs propres règles. Ils ont pénétré dans les lieux sacrés, abattu les arbres anciens, pollué les rivières. Alors les Nahual se sont retirés de plus en plus profondément dans les montagnes. Don Rogelio répondit calmement. « Ta grand-mère était une femme sage. Les histoires des anciens ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des leçons déguisées. Aujourd'hui, nous avons oublié ces vérités et le monde devient de plus en plus instable. » À cet instant, une sensation étrange nous traversa tous. L'air changea subtilement. Elena serra fort mon bras. Martin retint son souffle, puis nous l'entendîmes. Un son, doux, profond, presque mélodieux. Un son que nul animal ordinaire ne pouvait produire. Le petit Nahual répondit aussitôt, d'une voix plus claire, sans peur, sans détresse. Son cri portait autre chose, la joie, la reconnaissance, le soulagement. Quelque chose se trouvait là-bas, précisément à l'endroit où nous avions laissé l'enfant. Mes yeux, désormais accoutumés à l'obscurité, distinguèrent une immense forme se mouvant lentement entre les ombres. Avant même de la voir clairement, je sentis sa présence. Elle s'arrêta, observa, jaugea la situation. Le grand être s'approcha avec une lenteur majestueuse. Aucun geste agressif, aucun mouvement brutal. Tout n'était que contrôle, puissance paisible, protection. Le petit Nahual émit un dernier son, doux et heureux. Et alors, avec une délicatesse incroyable, la grande silhouette le recueillit. Nous assistions à une scène d'une beauté irréelle. Une réunion silencieuse, ancestrale, sacrée. La grande créature recula ensuite dans l'obscurité, presque sans bruit, comme si elle n'avait jamais été là. Dans la camionnette, personne ne parlait encore. Une peur mêlée d'émerveillement nous étreignait. Nous avions été témoins de quelque chose d'ancien, de profond,
d'inexplicable. Et pourtant, une chose était certaine. Cette nuit-là, dans ce coin perdu de la montagne, nous n'avions pas simplement protégé une créature inconnue. Nous avions touché, ne serait-ce qu'un instant, le cœur vivant du mystère. Oui, c'était réellement une scène profondément humaine. Et pourtant, sans aucun problème, sans danger immédiat, simplement pour vivre une expérience encore plus vaste, j'ai compris à quel point les pleurs pouvaient être essentiels dans ce processus de réconciliation. Seule, Elena inspira brusquement, tendu malgré elle, comme pour me prévenir, mais elle n'ajouta rien. Puis, dans un geste que l'on pouvait interpréter comme un mouvement d'exploration, elle inclina lentement sa tête. Ensuite, se contractant contre elle-même, elle se retourna et rejoignit la maison improvisée que nous avions installée. Cela nous permit d'observer l'un des mouvements les plus importants. Il n'y eut ni ruée brutale, ni galop d'animal affolé. La créature avançait sur deux jambes, hautes, majestueuses, avec une assurance tranquille qui contrastait avec sa taille imposante. Elle se mouvait entre les rochers comme si elle connaissait chaque pierre, chaque relief, comme si cet endroit était depuis toujours l'un des plus beaux refuges du monde. Juste avant de disparaître dans l'obscurité des arbres, elle se retourna une dernière fois. Son regard nous traversa, et dans un geste à la fois solennel et déroutant, elle s'arrêta un bref instant, suspendue dans l'air du silence. Ce n'était ni un geste désespéré, ni menaçant, mais une forme silencieuse de communication. Puis elle s'effaça sous l'ombre de la montagne. À cet instant, les sons lointains s'atténuèrent progressivement. Nous allumâmes une cigarette à distance, tirâmes lentement sur la fumée. La montagne reprit son souffle, la tension invisible se dissipa, et le monde retrouva peu à peu son état précédent. Le silence dura de longues minutes. Personne n'osait encore juger ce que nous venions de vivre. Comment exprimer la profondeur d'une telle expérience lorsque même les mots les plus puissants semblent insuffisants? Finalement, Rogelio démarra le moteur. Le bruit mécanique parut presque obscène dans cette quiétude sacrée. Lentement, aidés par la faible lueur des phares, nous reprîmes la route avec une urgence tenue, comme s'il fallait quitter ce lieu sans troubler davantage ce qui venait de s'y produire. Après plusieurs kilomètres, Elena rompit enfin le silence. Sa voix était douce, presque respectueuse. Je n'oublierai jamais cela, pour le reste de ma vie. Martin, d'ordinaire si sûr de lui, sembla changer. Sa voix avait gagné une sorte de maturité grave. Moi non plus, et je vais changer certaines choses. Je ne comprends pas encore exactement ce que nous avons vu, mais je sais une chose, je ne regarde plus ce monde de la même manière. Il y a d'autres formes de vie, d'autres familles, et nous n'avons pas le droit de détruire ce qui leur appartient. Don Rogelio, les yeux fixés sur la route éclairée par les phares, répondit d'un ton grave. Ce que nous avons vécu cette nuit restera entre nous. Ce n'est pas un secret par lâcheté, mais par responsabilité. Si cela venait à se savoir, les hommes voudraient exploiter, capturer, dominer, et ce serait la fin de tout. Vous comprenez? Nous acquiesçâmes tous les trois en silence. Ce n'était pas exactement un pacte, mais quelque chose de plus profond encore. Nous n'étions pas les détenteurs d'un secret, mais ses gardiens. Plus tard, Elena parla d'écrire un jour cette histoire, sans preuve, sans révélation directe, seulement comme un récit, une trace fragile que l'on pourrait prendre pour du folklore. Martin, lui, conserva ses enregistrements sonores comme on garde un talisman. Moi, je ne savais pas encore ce que je ferais de tout cela, mais je sentais déjà que cette nuit avait profondément modifié mon destin. Cette nuit-là, aucun de nous ne dormit vraiment. Allongé dans ma chambre d'hôtel, j'entendais au loin le souffle des montagnes. Je pensais au petit Nahual, à ses pleurs, à Librado et à sa sagesse, à toutes ces histoires que j'avais un jour prises pour de simples superstitions. Mais surtout, je repensais à ses yeux dans l'obscurité anciens, sages, porteurs d'un monde qui disparaissait lentement, et pourtant toujours debout. Au lever du soleil sur les montagnes d'Oaxaca, une lueur nouvelle baignait les forêts. Nous n'avions pas tout compris. Nous n'avions même rien résolu. Mais quelque chose était né cette nuit-là, une espérance. L'espoir qu'il reste encore du mystère dans le monde. L'espoir que certaines merveilles puissent encore survivre, à l'abri du regard des hommes. Les jours suivants reprirent un cours presque normal, mais plus rien n'était vraiment ordinaire pour nous. Nous avions traversé un seuil. Et nous savions désormais qu'il existait, quelque part, entre la science et la légende, une vérité bien plus vaste que tout ce que nous avions jamais imaginé. En silence, pendant ces journées passées entre les ventes improvisées et les nouveaux remèdes dans les hauteurs de la Sierra Juare, nous avons traversé un lent processus intérieur. J'ai commencé à observer la montagne autrement. Certains animaux devenaient plus visibles, d'autres plus furtifs. Parfois, je sentais presque leur présence se déplacer autour de moi, comme s'ils cherchaient à me protéger ou à détourner mon attention.
Peu à peu, je comprenais que cette région n'était pas simplement un nouveau territoire à explorer. Nous n'étions que des visiteurs dans un monde infiniment plus vaste, plus ancien et totalement différent de ce que nous avions imaginé. Elena écrivait chaque jour, remplissant page après page d'une écriture urgente, presque fébrile. Parfois, des larmes tombaient sur le papier tandis qu'elle poursuivait son récit, comme si les mots eux-mêmes lui faisaient mal en quittant son cœur. Un soir, dans le petit café d'un modeste hôtel de village, j'eus l'étrange impression d'assister, sans pouvoir la saisir pleinement, à une métamorphose silencieuse du monde autour de nous. Martin, avec son Walkman et ses nouvelles baskets, paraissait déjà moins attaché à la ville qu'il avait quittée. La musique l'accompagnait partout, mais il apprenait aussi à écouter les sons du jardin, à distinguer le chant des oiseaux, à reconnaître les mouvements presque invisibles des petits animaux. Il suffisait parfois d'une rencontre furtive pour avoir l'impression d'apercevoir un tableau totalement nouveau, dont Rogelio parlait de moins en moins, mais son silence avait gagné en profondeur. À travers de subtils signes que seul lui et la montagne semblaient comprendre, il percevait ce que nos sens ordinaires ne pouvaient capter. Lorsque nous lui demandions comment il prenait ses décisions, il répondait simplement « La montagne parle. Il suffit d'apprendre à écouter. » 2 semaines passèrent avant que nous ne retournions voir Don Librado. Nous le retrouvâmes sur la place du village de Xitlan, parmi les étals de fruits et de légumes, sous son sombre chapeau de paille. Il saluait les habitants avec calme et bienveillance, comme un homme profondément enraciné dans ce lieu. Nous nous assîmes ensemble sur un banc, à l'ombre de la place, observant en silence la vie du village. Les enfants courant entre les stands, les marchands appelant les clients, la vie qui continuait à couler autour de nous. Après un long moment, Elena osa poser la question. « Don Librado, jusqu'où peuvent encore aller les Nahual? Combien de territoires leur reste-t-il » Un lourd silence s'installa. Puis, d'une voix marquée par les années, il répondit. « Il n'en reste presque plus, ma fille. Autrefois, ces montagnes étaient couvertes de forêts si denses que la lumière du soleil touchait à peine le sol. Aujourd'hui, tout cela disparaît peu à peu. » Martin demanda à son tour. « Combien en reste-t-il? Combien de familles de Nahual existent encore? » Très peu, peut-être une seule dans toute la région de Juarez. Il y en a encore quelques-unes dans des zones reculées d'Oaxaca, du Chiapas ou du Veracruz, mais leurs territoires sont détruits, fragmentés. Les corridors naturels entre montagnes, forêts et villages ont presque disparu. Ces paroles tombèrent sur nous comme des pierres. Nous comprenions que leur extinction n'était pas seulement une fatalité ancienne. Nous faisions aussi partie du problème. Les routes, les exploitations, les projets, la déforestation, tout cela détruisait leur monde. Je finis par murmurer. Don Librado, nous aussi, nous aidons à ce que cela arrive. Il me regarda droit dans les yeux, sans colère mais sans indulgence. Oui, muchacho, mais chacun de vous a encore le choix. Vous ne pouvez pas réparer le monde à vous seul, mais vous pouvez choisir de ne pas aggraver sa destruction. Renoncer à certains projets, informer, enseigner, consommer autrement. De petits gestes répétés par beaucoup peuvent provoquer de grands changements. Nous le suivîmes ensuite sans poser de questions. Après un long trajet sur des chemins dissimulés, il nous conduisit jusqu'à l'entrée d'une grotte, presque invisible, cachée par la végétation. Il écarta les plantes, alluma une vieille lampe à huile, et la lumière révéla l'intérieur. Les parois étaient couvertes de peintures anciennes, des figures humaines mêlées à des silhouettes animales et à des formes de Nahual. On y voyait des scènes de rites, de feu, de transformation, des liens entre l'homme et la nature, tels qu'ils existaient autrefois. Nous restâmes sans voix. Les cris des Nahual se mêlaient à ceux des familles humaines. « Cette grotte a plus de 1000 ans, » expliqua Librado, « et personne ne le sait. Cela fait 15 ans que je l'ai découverte, depuis le jour où quelqu'un me l'a montrée. Bien avant cela, à une époque où les humains commençaient à peine à s'installer harmonieusement ici, cet endroit servait déjà de refuge. » Elena contemplait les peintures avec émerveillement, profondément touchée par la richesse visuelle et historique du lieu, pendant que Don Librado expliquait avec précision leur signification. Si les experts viennent ici, si cet endroit devient public, vous savez ce qui se passera, n'est-ce pas? Le tourisme, les maisons de vacances, l'exploitation, et ce qui vit encore ici disparaîtra. Ce lieu est sacré, non seulement parce qu'il est ancien, mais parce qu'il est toujours vivant. Les Nahual viennent encore parfois. Ils voient certaines choses, ils en ressentent d'autres. Mais si le monde découvre cela, tout sera détruit. Martin prit une photo d'une figure majestueuse de Nahual représentée sur les parois. « Pourquoi nous montrez-vous tout cela? Est-ce un secret que nous devons garder ou un message que nous devons transmettre ?» demanda-t-il. Librado répondit calmement. « Ce n'est ni un accident ni un hasard. Cette histoire fait partie de la future culture autant que de l'ancienne.
Et s'il n'en reste rien, alors il n'y aura plus d'avenir non plus. Dans cette région, nous avons déjà perdu presque tout. Des mères impuissantes ont vu leurs enfants disparaître avec la destruction de leur monde. Ce que vous ferez de ce savoir dépend désormais de vous. Chaque peinture, chaque symbole semblait absorber le poids du temps. Il y avait tant d'histoires, tant de savoir perdu. Librado fut très clair. Si cela devient public, ce sera envahi, exploité, détruit au nom du progrès et de l'éducation. Lorsque le soleil descendit sur l'horizon et que les montagnes se teintent d'or et d'orange, Librado dissimula soigneusement l'entrée secrète. Puis nous reprîmes le chemin du village. Un lieu marqué par le passage du temps, plus pauvre, plus menacé, mais encore habité par l'espoir. Les enfants redécouvraient leurs traditions, les communautés tentaient de reprendre le contrôle de leurs forêts, et certains programmes scientifiques s'efforçaient de restaurer l'équilibre naturel. De retour au village, personne ne sut rien de ce que nous avions vu. Avant de nous quitter, Librado nous parla une dernière fois. Vous êtes de bonnes personnes. Vous ne pouvez pas tout changer, mais vous pouvez choisir d'être une partie de la solution plutôt que du problème. Vous pouvez vivre les yeux fermés ou décider de voir et de protéger ce qui mérite de l'être. Le choix vous appartient. Nous repartîmes en silence dans la camionnette. Au loin, la silhouette de Librado disparut dans la nuit. Ce fut Elena la première à parler. On ne peut pas abandonner. On peut travailler avec d'autres organisations, avec les communautés, avec des projets durables. Peut-être qu'on ne gagnera pas d'argent, mais on pourra au moins aider. Martin proposa de participer à des programmes de recherche biologique, dont Rogelio envisagea des projets de reforestation. Quant à moi, je repris mes études pour me consacrer à l'anthropologie et à la protection des savoirs ancestraux. Avant de partir définitivement, nous retournâmes une dernière fois à l'endroit où nous avions rencontré le petit Nahual. Elena alluma du copal et nous le déposâmes en offrande. La fumée monta lentement dans l'air nocturne. Il n'y avait plus rien à dire, seulement de la gratitude. Nos vies suivirent ensuite leur cours. Elena travailla avec une ONG environnementale. Martin étudia la biologie, dont Rogelio se consacra à la reforestation. Et moi, je poursuivis mes recherches. Mais au fond de nous, nous savions tous que quelque chose avait changé pour toujours. Car certains mystères ne sont pas faits pour être révélés au monde, mais pour être protégés. Pour que la mer soit pacifiquement et sûrement maîtrisée, les palais d'espérance furent construits. Jamais de formalités ou de rituels n'y furent instaurés. Bien qu'ils soient censés, nous simplifiâmes les discours de ceux dont nous respections l'honneur et les acquis. Une fois terminé, il n'était plus possible d'attendre quelques minutes de plus. Respirez l'air de la Sierra, écoutez les sons du vent, maintenez votre présence de façon invisible, mais en réalité cela ne vous concernait pas. Ensuite, il tenta une dernière fois et acheta une maison dans sa chambre, tout en continuant à se rassembler dans son propre compartiment. 1 an plus tard, je retournai à l'université avec mes espoirs, pénétrant dans de mauvais studios. J'appris les langues indigènes, visité des communautés éloignées, documenté l'histoire et les traditions. Je me tournai vers l'anthropologie et devins professeur, découvrant l'importance du respect des cultures autochtones et des générations futures en harmonie avec le monde naturel. Jamais je ne publiai l'histoire du monde. Gardien de notre époque, je fus protégé par une sagesse pratique qui influença néanmoins tout mon travail. En recherchant, je vivais en parallèle ma propre vie. Pendant des années, j'essayais de rester en contact avec Elena, Martin et don Rogelio. Elena devint un leader réintégré dans une communauté de protection, permettant aux forêts de revenir sous contrôle grâce à des dizaines de communautés autochtones. Martin fit un doctorat en écologie et dirigea un programme de restauration des habitats dans la Sierra Juárez. Rogelio finança des projets de reforestation et planta des arbres pour réparer les dommages causés dans sa jeunesse, et ce jusqu'à l'âge de 82 ans. 1 an plus tard, les 3 ne purent se retrouver à Oaxaca. Ils visitèrent un nouveau monde, utilisant le copal et les récits passés pour honorer l'expérience acquise jusqu'alors. Librado mourut 10 ans plus tard, une nuit. Lorsque le village apprit son décès, tout le pueblo sortit pour lui rendre hommage. Les documents personnels qu'il avait transmis révélaient son profond respect pour la forêt, qu'il avait protégée toute sa vie avec sagesse. Après les funérailles, il n'y eut plus de contact. Pendant 20 ans, nous avions vécu une enfance mêlée aux mystères sombres et aux eaux pénétrantes de la région. Je me relevai, sentant que c'était ainsi que se terminerait ma vie. Il me dit que je saurais quoi faire avec tout cela. J'avais compilé de nombreuses notes, marquant chaque endroit sur la carte avec d'anciennes peintures et rédigeant des lettres illustrées d'une vue masculine. Sur une carte postale, il était écrit « Arturo, si tu lis ceci, cela te montrera ce que cela signifiait pour moi. » Il vit une grande vie et sait quoi faire pour protéger ce lieu et ses secrets.
Mais c'est une responsabilité. La grotte doit être protégée, mais elle doit aussi être visitée. Aujourd'hui, les Nahuals doivent encore attendre pour secourir les humains sauvés et répondre à leurs besoins. Tout est magnifique, je ne suis vraiment pas seul. Le lien perdure. Il n'y a pas de manière de vivre entièrement ensemble. Et si l'on boit à nouveau de l'eau un autre jour, l'humanité retrouvée d'aujourd'hui sera honorée, non pas seule et sans perte de sang. Les paroles de Loré sont fondamentales. C'est une période de grande responsabilité, une période solide mais également honorable. Le Balance, gardien de cet ancien ami, s'habitua à me faire confiance pour poursuivre notre travail. Depuis, des informations furent transmises sur des individus choisis, sur des élèves connaissant le mieux les traditions locales, sur les leaders communautaires gardiens de l'histoire et sur les artistes capables de préserver les récits de péchés passés. Révéler trop serait dangereux. Tout comme en 1997, nous étions restés seuls, rares et isolés, dans les parties les plus profondes de la Sierra Juárez. Mais tout était observé, évalué et pris en compte. Certaines de nos actions, avec les communautés ayant sauvé leur territoire et les jeunes apprenant de nouvelles choses, permirent de préserver de grandes forces. Aujourd'hui, ceux qui sont honorables et ont su préserver l'humanité sont enfin réunis. Tout est correct, protégé et conservé de manière appropriée. Maintenant, 60 ans plus tard, mes cheveux sont gris et mes genoux protestent lorsque je marche dans les montagnes. Aujourd'hui, j'enseigne, préserve le mystère par rapport aux leçons historiques, partage avec les autres et protège nos maisons, car il n'existe pas de monde similaire ailleurs. Avec les générations de gardiens proches, les enfants développent leur instinct de survie, prennent conscience de l'importance de l'autonomie et des préparations adéquates, tout en conservant la vitalité et l'histoire personnelle. C'est merveilleux, car Don Librado avait raison. Après avoir vécu cette expérience et contemplé le paysage, on atteint une clarté parfaite et un plaisir profond. Le dôme mystérieux du Nahual, dans ses yeux, est la plus belle chose connue. Le mouvement désespéré avant de quitter le Mont Ted est inoubliable. Bien qu'il n'y ait aucun événement quotidien, il y a un festin royal. Aujourd'hui, dans le monde, l'épée chevaleresque circule mystérieusement, sacrée et pleine d'espérance. Nous avons sauvé le dôme mystérieux plongé dans l'obscurité. Les meilleurs moments n'existent pas pour ceux qui protègent seuls leur famille, mais il y a encore des amours incontestables. Pendant ce temps, dans les montagnes, la musique jouait seule. Rapidement, nous rencontrions un chant ancien en l'écoutant. On ne pouvait pas intervenir dans un mouvement calme. Aujourd'hui, à Harmonia, l'humanité sauvée vit sans perte de sang et avec dignité. À la fin de cette étape, je remis à Librado ma carte, mes instructions et un don pour mes élèves poursuivant ce travail solide. Le partenariat doit se transmettre de génération en génération. Le contenu du passé doit évoluer. Les lieux sacrés doivent continuer à être protégés. C'est ma promesse, mon engagement, ma façon de rendre hommage avec honneur pendant une nuit. Comprenant que la famille, l'amour et le sacrifice ne donnent de valeur à l'humanité qu'ensemble, tout devient plus profond et universel. Aujourd'hui, à l'Est, les Nahuals continuent d'exister, peu nombreux et avec peu de temps. Pourtant, dans d'anciennes mers et forêts magnifiques, vivent des familles solitaires, des humains restaurés et bons. C'est mon histoire, ma vérité. Même dans la mer ou dans une grotte obscure, on rencontre des algorithmes inexplicables et on apprend à préserver, accélérer et espérer, car seuls les êtres protégés et précis méritent respect et amour. Et vraiment, tout est magnifique. Tant de choses sont là alors que nous traversons ces ténèbres. Si vous y prêtez attention, en 1997, participer à vos prochaines vacances d'été signifie entrer dans un monde rempli de merveilles et de responsabilités nouvelles, jamais explorées ou contrôlées. Ainsi, avec respect pour les mystères et la fidélité, une approche humaine nouvelle est née, cherchant à renforcer les liens et maintenir l'équilibre vital avec ce monde extraordinaire.